Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 244. Aujourd'hui, on va revenir sur Roubaix rapidement. C'était quand même un Roubaix exceptionnel. Et aussi, on va parler d'une étude qui a été faite comme quoi les pneus en 40 mm, ça va plus vite que les pneus en 26. Étonnant, mais on va voir ça. C'est bon, Louis? Allez, feu. Eh ben, allez, c'est parti. Bon Louis, Paris-Roubaix, c'était exceptionnel, mais il me semble que toi tu y étais, tu nous as préparé une petite vidéo qui devrait sortir jeudi. Et oui, exactement. Donc jeudi, il y aura une vidéo sur Paris-Roubaix, pas sur la course, mais sur les à côté. Vous pouvez vous attendre à... Arrête, laisse-nous le suspense. Ouais, un petit suspense parce qu'il y a quand même un challenge. Il y a des pros, il y a du beau matos, il y a des beaux endroits. Je suis pas loin de me casser la gueule, vous verrez si je tiens sur mon vélo ou pas. En tout cas, rendez-vous jeudi pour cette vidéo dont je suis pas peu fier. Bon, bah écoute, j'ai hâte de voir ça, oui. Ça m'aurait embêté que tu sois revenu abîmé. Ah, je suis pas passé loin quand même. Dans tous les cas, est-ce qu'on a découvert avec le Paris-Roubaix femmes, le premier sujet qu'on va aborder, est-ce que Pauline est déjà, Pauline Ferrand-Prévot, est déjà la meilleure française sur les classiques? Après, avec son retour sur route, est-ce qu'elle est déjà la meilleure française et est-ce qu'elle va gagner le Tour de France? Où va-t-elle s'arrêter? Ah, tu travailles pas dans les médias pour rien, toi. Elle gagne une course, il faut qu'elle ait gagné le Tour de France. C'est fou. Mais non, évidemment que Pauline est la meilleure française sur les classiques. Elle est... mis à part un petit déclassement à San Remo, sinon elle aurait tout le temps terminé dans le top 5 de chaque monument, de chaque classique en comptant l'Estradé auquel elle a participé. C'est absolument lunaire et d'autant plus qu'à Paris-Roubaix, honnêtement, je la pensais peut-être un chouïa légère et peut-être un peu moins à son avantage qu'au Flandre ou au Estradé par exemple. En fait, pas du tout. Pour ce qui donc c'est déjà génial, on est très content qu'enfin la France regagne Paris-Roubaix. C'était pas arrivé depuis 1997 et Frédéric Guédon, vous l'avez forcément vu passer. Donc on est très content déjà que ça re-arrive et qu'on regagne des monuments. Ça c'était pas arrivé depuis Thibaut Pinot. Et donc déjà en soi ça suffit à ce que Pauline ait réussi son retour, que ce soit une excellente championne, une immense championne plutôt. Pour le Tour de France, c'est une autre paire de manches, c'est quand même des courses complètement différentes, à l'image d'un Van Der Poel par exemple, qui gagne les monuments sans gagner le Tour de France. C'est pas le même physique, c'est sûr. Mais pour le Tour de France, honnêtement, sur les courses par étapes aussi longues, là, c'est pas une réserve, mais c'est plus face à des filles comme Demi Vollering par exemple, ou Nieva Doma, ça me semble une autre tâche en tout cas à accomplir. Mais bon, il faut quand même penser qu'en juillet dernier, elle était sur les Jeux Olympiques en VTT. Elle avait préparé sa reconversion évidemment sur route, son retour sur route, pas une reconversion. Et on est obligé de constater qu'à peine depuis le début de l'année où elle a attaqué les courses, clairement elle est déjà plus que devant sur bon nombre de courses. Donc moi j'ai hâte. Et puis sa petite échappée solitaire pour conclure un Paris-Roubaix royal. Oui, en plus, c'est pas de toute beauté avec la manière. C'est absolument splendide. À noter qu'elle utilisait, comme l'ensemble de la Visma Lease Bike, hommes et femmes, la technologie Grava, quand vous avez présenté à l'occasion du championnat du monde de gravel l'an passé, gagné par sa coéquipière Marianne Vos d'ailleurs. Donc, c'est ce système avec un compresseur dans le moyeu qui permet de réguler la pression. Et là, ça a été adopté à l'unanimité par les coureurs de la Visma avec un certain succès, il faut bien le dire. Bon, c'est clair. La SD Works avec Lotte Kopecky et Lorena Wiebos, on en parle ou ils ont quand même fait 3 avec Lorena Wiebos? Ouais, c'est presque cher payé pour la course. Non, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il y avait beaucoup mieux à faire. On a eu l'impression de revoir les SD Works qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire qui se tirent dans les pattes et où chacun veut gagner la course sans se mettre au service de l'autre. Et j'ai pas vraiment apprécié l'attitude de Lotte qui semblait pas vraiment très combattante une fois que la course était faite. Encore une fois, c'est Paris-Roubaix, c'est super dur ce qu'elles font, tout ça, donc je mets des réserves sur ma remarque, mais c'est vrai que on a connu une Lotte plus généreuse et plus bagarreuse. Et puis SD Works, à quel moment tu laisses partir la deuxième du Tour des Flandres, comme dirait mon frère. Voilà, tu as une du Tour des Flandre qui part, Marianne Vos dans la roue, il faut pas lui laisser le champ parce que forcément derrière Marianne veille au grain. Et non, c'est dommage de faire ce genre d'erreur alors qu'elle nous avait fait un début de saison plutôt réussi et plutôt collectif. Et au pire moment, elles ont craqué et les audacieuses en ont profité. Et là, tant mieux. Belle technique de la Visma Lease Bike qui ont mis. C'est parfait. Dommage que Marianne Vos n'ait pas fait 3e, mais sinon c'était une tactique plutôt parfaite. Non, c'était parfait, un vrai à deux têtes, je sais plus comment on dit, un hydre à deux têtes, je sais plus. En tout cas, une vraie stratégie à deux leaders. Voilà, on va pas partir dans les métaphores, tant pis. On n'est que cycliste. Mais c'est ça. Par contre, au niveau des hommes, Pogacar, il a failli, il a fait honneur à son statut. Bien sûr, là pour le coup, parce que challenger, finalement, mis à part un petit virage à gauche et à droite chute, un petit virage à droite, pardon. Mais non, oui, bien sûr qu'il est fait honneur pour ce qui est de se bagarrer. Je pense que j'aurais voulu lui poser la question, mais j'ai été donc à l'arrivée de Roubaix, mais
J'ai laissé tranquille, puis pour approcher Pogacar, il faut être plus combattant de MMA que média. Oui. Mais j'aurais vraiment aimé lui poser la question qu'est-ce qui est le plus dur entre une étape de montagne du Tour ou Paris-Roubaix? Parce que franchement, c'est rare qu'on le voit dans ses retranchements à ce point-là quand même. Ah, mais c'était intéressant de voir lui qui n'avait été pas à son plus bel avantage, quoi. Il n'était pas dans sa zone de confort, justement. Il s'est challengé, il a poussé jusqu'au bout. C'était hyper intéressant. Après, Van Der Poel, clairement, il gagne de la plus belle des manières. Parce que clairement, même si à un moment, quand la chute est arrivée, je me suis dit, ça entache la victoire de Van Der Poel. Pas vraiment, honnêtement. Non. Pas vraiment, parce qu'il repart assez vite. Van Der Poel a un problème, il change de vélo juste après. Donc clairement, c'est le moins partout. Voilà, balle au centre. Exactement. Et c'est Van Der Poel qui gagne non, pour la troisième fois. Une crevaison sur la route, alors qu'ils sont deux à 10 bornes de l'arrivée, ça aurait entaché dans le sens où c'est vraiment un coup de malchance. Là, Pogacar, il a reconnu lui-même. Il a été poussé dans ses retranchements, comme tu l'as très bien dit. Il a craqué sous la pression et voulu prendre des risques. Il a tout simplement moins bien viré. Il était moins bon technicien que Van Der Poel. Et c'est ça qui mène à sa chute. Et c'est pas un bidon ou quelque chose, ou un spectateur qui l'accroche ou quelque chose qui malheureusement est en dehors de la course. C'est vraiment lui qui a été poussé dans ses retranchements jusqu'à craquer. Là où Van Der Poel, il est sur les pavés comme mieux que nous sur la route, quoi. C'est assez impressionnant. C'est clair. Tu parles de bidon, on a vu l'image horrible, une honteuse d'un spectateur qui jette le bidon au visage de Mathieu Van Der Poel quand il passe. Et le spectateur s'est rendu à la police de lui-même. Donc on n'a pas d'infos pour l'instant sur la suite, mais bon... c'est un geste imbécile, hein, voilà, clairement. C'est un geste criminel, surtout. Qu'on ne veut pas voir. Il s'est rendu à la police, ça va être réglé. Tu parles, il était en Mondiovision avec sa bobine à la télé, il s'est rendu à la police, oui. Oui, il s'est rendu à la police. Il a gagné du temps à tout le monde. Exactement ça. Est-ce que tu nous as repéré des petites technologies Tu m'as fâché. sur ce Paris-Roubaix? Oui, des technologies, il y en a plein. Alors par contre, on a vu, on a parlé des compresseurs, il y a d'autres types de pneus intelligents. Les pneus, et ça on va en parler, sont de plus en plus gros, ça devient assez incroyable. Là, j'ai les data. Ah, t'as les data, écoute. J'ai les images télé-data. Et ça c'est assez impressionnant. J'ai eu beaucoup de gravel, ça t'aurait plu. Alors beaucoup de roues gravel. En plus de Israël avec leur facteur gravel. Alors c'était pas les 4, c'était plutôt les roues. Donc avec des roues gravel pour pouvoir mettre des pneus plus larges et aussi qui absorbent éventuellement un peu mieux les chocs. J'ai vu, ça va beaucoup te plaire, un dérailleur SRAM XPLR, donc le dérailleur de VTT, sauf que c'est un 13 vitesses normalement. Et la butée ne va pas avec une cassette en 12 vitesses. Et donc ils ont percé le dérailleur pour rajouter une vis pour qu'il y ait le bon alignement. Une butée. Pour rajouter une butée et pour qu'il y ait le bon alignement sur la cassette. Ça me plaît énormément. Je n'en doutais pas une seconde. C'est fait très proprement et visiblement ça a fonctionné puisque c'était sur les vélos de la Lidl Trek. Donc je ne sais pas si Mats a utilisé ça pour son podium, j'ai pas pu voir son vélo précisément, mais en tout cas ça existe et je me suis dit qu'il fallait que je te le dise. Sur sa transmission avec un 50 devant et un 50 derrière. Oui, exactement. Exactement. Non, c'est pas ça exactement le braquet, mais c'est monstrueux. Je crois qu'il y a 44, non, là, il roulait entre 44 arrière je crois que c'est un 54 à l'avant pour Roubaix. Ça dépend selon le profil, mais il me semble que pour Roubaix c'était un 54 voire un 56. Beaucoup de monoplateaux effectivement et voilà, pas mal de petites choses comme ça. Et un niveau tubeless? Ah oui, alors tubeless. Oui, j'ai eu c'est le premier truc que tu m'as dit en arrivant ce matin au bureau, donc ça serait bien que t'en parles, non? C'est pas faux. Alors on a vu la Visma Lease a Bike, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses, coller les pneus tubeless à la jante avec la colle à boyau. Sur les roues réserve. Sur les roues réserve. Donc en gros, ils mettent le pneu. Mettent le liquide, mettent sans doute un insert. Ils mettent le pneu, ils mettent la colle sur le côté, sur les flancs. Entre le flanc et le cercle. Ouais. Après, ils font claquer. Après, ils font un pneu normal. Ils mettent le liquide. La raison est, en fait, c'est un peu là où le tubeless atteint ses limites. C'est-à-dire que le tubeless, c'est génial quand ça répare. Sauf que sur les pavés, souvent, le pneu est un petit peu déchiré. De toute façon, avec les chocs et la basse pression, ça n'a pas le temps d'agir. Et que le pneu est déjà soit à plat, soit le liquide est sorti, soit, et c'est ça le problème, ça déjante. Parce que comme ils sont à une très basse pression, dès que ça a crevé, avec le pavé qui derrière vient taper dessus, le déjantage est très fréquent, voire immédiat. Donc pour avoir les pneus, mais éviter le déjantage, on les colle à la colle à boyau et je me dis tout simplement pourquoi ne pas mettre tout de suite des boyaux qui eux permettent de rouler
au moins jusqu'à la fin du secteur ou jusqu'à ce que la voiture de dépannage arrive. Voilà, parce que là, du coup, on fait un petit mix de technologies. Oui, du coup, il faut rechanger les jantes et tout. C'est bon. De toute façon, la jante après Roubaix. Des jantes tubeless avec des pneus en 32. Maintenant, on va pas repasser sur des roues à boyau. Mais une fois que tu auras déjanté sur les pavés, il va falloir que tu rachètes une jante dans tous les cas. Donc, voilà. Moi, en tout cas, c'était l'interrogation. L'astuce maligne, certes, mais d'un autre côté, mettez des boyaux. Bon, c'est ça. Assez intéressant, c'est quand même on va rester sur les pneumatiques. Que tu nous ramènes des infos de Roubaix. J'ai hâte de voir cette vidéo qui n'est pas sur les pneus d'ailleurs. Non, j'ai pas eu le droit de regarder encore. Non, t'as rien eu, même pas une. Bon, par contre, je suis tombé sur un site internet. T'as pas fait mal. Assez connu qui s'appelle Cycling News. C'est un site américain, anglais ou américain, qui propose des études. Ils ont fait une étude clairement en vogue. Hein. Globalement, ils ont pris 2 paires de roues. La gamme complète de pneus Pirelli, parce qu'en fait la gamme de pneus Pirelli P0 va du 26 au 40 mm. Ce qui est après une range. C'est la seule marque qui très a le même pneu avec la même carcasse avec ces tailles aussi éloignées. Et du coup, ils ont utilisé 2 jantes différentes pour faire ce test. Ils ont utilisé une jante classique de route avec un espace intérieur en 25 mm. Et un profil de 40, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont utilisé aussi des nouvelles roues Zip avec un espace interne de 28 mm et un espace externe de 32 sur 60 de haut. 28 Donc, de largeur interne. Oui, c'est des roues qui sont prévues pour le gravel. Et d'ailleurs, dans leur test, ils n'ont pas pu mettre les pneus Pirelli en 26 dessus. Ils ont attaqué que au 32. Et même les 32 ne sont pas homologués pour cette jante, parce que c'est vraiment une jante de gravel. Donc en fait, ils ont pu, sur le même vélo, dans un laboratoire, tester 2 surfaces. Donc une surface correspondant à du bitume, une surface correspondant à du pavé, on va dire. Du moins une surface. Si, c'est bien fait. Ça se passe au Silverstone Sport Hub, qui est la référence des tests scientifiques. Donc il y a soufflerie et ce banc pour les roulements et d'autres choses. Mais là, ils ont pu utiliser ces 2-là et du coup vraiment disséquer chaque partie de la performance d'un pneu. C'est ça, parce que tout le monde nous dit, c'est en vogue, rouler avec des pneus plus larges, ça fait aller plus vite. D'un autre côté, j'ai eu mon père la semaine dernière au téléphone. Il me dit, écoute, moi, ton vélo là, avec les pneus en 30, il va moins vite que mon Bianchi avec les pneus en 23 dans la descente du Ventoux. Alors, que dit la science ? Donc, que dit la science ? Non, mais clairement, est-ce que nous, on va finir par rouler avec des pneus de 40 sur la route ? C'est ça. Spoiler, oui. Ils ont fait des tests. Et c'est très très intéressant. Déjà, si on fait un test, ils ont fait ces tests à 30 et à 40 km/h. Et donc à 30 km/h, sur de la route, si tu roules avec un pneu de 40 mm et une jante Zip, la résistance au roulement est de 0,3 watts entre le 26 et le 40 mm. Donc il y a une pénalité de 0,3 watts. C'est-à-dire que dalle. Rien, quoi. C'est-à-dire t'as pas bien graissé ta chaîne. Bon, c'est pire que ça si tu graisses mal ta chaîne. Non mais mis de l'huile, pardon. Ce qui est absolument ridicule en termes d'aérodynamique. Même. Sur de la route à 30 km/h, 30 km/h, ça correspond à une vitesse qui est accessible. Alors, on ne parle pas de la vitesse du peloton. Parce que au plus on augmente la vitesse, en fait, au plus les écarts sont proportionnels. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, mais pas pour le coefficient de roulement. Pour le coefficient de roulement, non. 2,6 watts sur l'aérodynamique. De pénalité. C'est pas beaucoup. Sachant qu'on passe de 26 mm. Oui, à 40. À 40. Donc on a 40, presque, c'est un pneu de gravel, qui est slick. Hein. Oui, mais c'est pas entre un 26 et un 28. Quoi. Ça, c'est ça. Après, ils ont combiné ces résultats, donc toujours aéro plus surface, et à 40 km/h dans les pavés. Ce qui est pas rapide pour les pros, mais oui. Si Pogacar avait roulé avec le Colnago de gravel, son Colnago mais élargi au niveau du cadre, il aurait gagné 80 watts. Alors fais gaffe, parce que la dernière fois que j'ai dit qu'on gagnait 30 watts en changeant de roue, je me suis fait reprendre dans les commentaires. Donc fais gaffe à toi. Là, au niveau des commentaires, je pense que c'est quand même un site sérieux qu'on fait vraiment les tests. Ah, donc tu dis que je suis pas sérieux, d'accord. Non, mais toi, t'avais pas de banc. Non, t'avais un capteur de puissance, oui. Ouais. Qui est quand même déjà
un bon indicateur. Non, mais pour dire que c'était une blague évidemment, mais là, ils ont fait 80 watts, c'est impressionnant. 3 fois le test de 1 minute à chaque fois. Et qu'est-ce que ça donne une fois qu'on rajoute l'aérodynamisme avec ça? 75 watts. Ah oui, donc il perd que 5 watts en aéro. Mais je le rappelle, c'est avec la jante très large et très haute. C'est 60 mm, hein, la jante Zip 303 XPLR. Donc, pour te donner une info, Louis, la jante, la jante classique de route qui est moins large, ça fait quand même diminuer le gain. C'est que 65 watts en résistance et 10 watts en aérodynamique. Donc il aurait gagné 55 watts. Voilà. Oui, comme elle est un petit peu moins étudiée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aérodynamisme du pneu, c'est deux choses. La surface du pneu et ses stries, et ça, on peut rien y faire, mais comme ils utilisent toujours le même pneu, ça change rien. Et l'autre aspect le plus important, c'est l'interaction entre le pneu et la jante. Et pour ça, il faut que le pneu et la jante soient parfaitement, à peu près, à plus ou moins 2 mm, de la même largeur. Et donc forcément, la jante qui est plus large fonctionne mieux en termes d'aérodynamisme avec le pneu le plus large. Et inversement, la jante plus fine, plus étroite, va mieux fonctionner avec le pneu le plus étroit. Et donc c'est pour ça que les gains sont toujours, la tendance reste la même, mais les gains sont plus importants lorsque le pneu et la jante correspondent mieux l'un à l'autre. Donc ça, c'est tout à fait logique. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand même on peut élargir ses pneus en étant relativement serein, à condition d'avoir la jante adaptée. C'est ça, et ce qu'il faut, en complément, c'est sûr que en fait, au plus on va mettre des pneus larges, en fait ça va pas vraiment nous pénaliser. C'est ça, même sur route, la différence n'est pas incroyable. Donc en gros, mentalement, bien sûr que c'est un frein. Je l'accorde. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, tant que la jante et le pneu font la même taille, tu me mets la taille que tu veux, je m'en fiche. Mais je te vous verrai pas ce week-end au départ de ta course. De ma cyclo qui dilue. C'est moi qui ai une cyclo ce dimanche. Avec un pneu de 40, mentalement, t'es pas prêt. Si j'ai une jante de 42, franchement, je peux. Bon, après, il faudrait que je change de vélo, ça, c'est un autre problème. Ok. Mais voilà. Honnêtement, j'ai roulé du coup. Ça aurait été bien de me passer l'info avant Roubaix. J'aurais peut-être pu adapter un peu mieux mes pneumatiques. Mais non, j'ai mis le maximum autorisé par mon cadre, c'est-à-dire des pneus de 32 qui, en fait, une fois montés, font 33. C'était des Conti. Et j'avais gonflé à 2,8 bars. Si on m'avait dit qu'un jour je gonflerais autre chose que ma voiture à 2,8 bars, j'aurais pas cru. Force est de constater que j'ai fait quasiment exclusivement du pavé. Force est de constater que sur le pavé, ça change la donne. Hein. C'est relativement incroyable. Le peu de route que j'ai fait, écoute, je me suis pas vraiment rendu compte. Donc 32, d'habitude je roule en 28, donc ça fait déjà quand même un écart conséquent, voire 26, 25. Et sur route, c'est vrai que je me suis pas forcément senti pénalisé en sachant que j'étais à 3 bars. Donc si on réadapte la pression, je me serais senti bien. Par contre, effectivement, c'était bien un peu plus large que ma jante, qui fait 30 de largeur externe. Mais ça m'a quand même convaincu avant de voir tes tests, tu vois. Donc finalement, le ressenti va avec la science. Ça m'a quand même convaincu que des pneus de 30 parfaitement adaptés à ma jante, en fait, c'était sans doute ce que je rachèterais la prochaine fois que mes pneus sont usés. Bon, ça c'est quand même assez incroyable, à savoir que l'évolution de notre utilisation des gros pneus est quand même freinée par l'industrie, parce que sur un vélo de route à l'heure actuelle, on peut difficilement passer plus de 32, 35 honnêtement. 35 c'est déjà assez rare. 35 ça commence à être un peu plus rare. Les vélos d'endurance souvent c'est pas ont plus cette capacité à faire passer des gros pneus. Les vélos de gravel, c'est pas exactement la même géométrie que les vélos purs route. Donc voilà, ça c'est une évolution qui va arriver dans l'industrie. Finalement, ils vont finir par augmenter la taille parce qu'en plus de ça, Pogacar n'aurait pas glissé dans le virage parce qu'il avait plus de grippe. Ouais, mais il n'a pas une bonne trajectoire, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus quand même. Mais est-ce que tu sais qu'une des limites à l'augmentation de la taille des pneus sur les vélos de route, c'est le derrière-avant? Oui, parce que du coup, les professionnels qui ont des vélos du coup plus larges arrivent à être avec des pneus de 35, 36 qui sont du coup bien gonflés. En fait, ça vient frotter le derrière-avant. Et du coup, il faut soit, comme tu l'as dit, une autre géométrie, soit il faut rouler en monoplateau pour pas que ça vienne frotter le derrière. Et honnêtement, ça, c'est en faisant mes petites recherches sur Roubaix que je m'en suis rendu compte, j'avais pas conscience que le dérailleur avant pouvait bloquer l'augmentation de la largeur du pneu. En gravel, c'est quelque chose d'assez courant, et puis ils ont tendance à élargir en fait les base, les pédaliers et le cadre pour justement pouvoir passer des gros pneus, et c'est vraiment un gros frein. Après, déjà d'avoir un gros pneu à l'avant, c'est déjà pas mal. Ce serait peut-être même pas plus mal le mulet sur les pneus. Le mulet sur les pneus, de toute façon tu fais ça quand t'as pas le choix. Et voilà, à savoir qu'un pneu plus large est quand même un peu plus lourd parce qu'il y a plus de matière. Donc voilà. C'est toujours un compromis à trouver. Et ensuite, on sait que malgré tout, si on roule sur un billard impeccable ou sur du bois, si on est pistard, là effectivement il y aura pas du tout cette nécessité d'absorber les chocs. Et donc effectivement cette notion de plus c'est gros et mieux c'est va
bizarre cette phrase, va du coup perdre un petit peu de son intérêt, puisque une phrase rapide sur pourquoi plus large c'est mieux, c'est parce qu'en fait, si on imagine un pavé, le pire des scénarios, quand on tape sur le pavé, on rebondit, et du coup l'énergie que nous on fournit à notre vélo pour avancer, au lieu d'être transférée en grippe et en mouvement vers l'avant, eh ben en fait elle est perdue en énergie verticale, en saut, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un pas en avant, je saute sur place, et du coup il y a une perte d'énergie, donc on a apparemment environ 80 watts, mais en tout cas il y a une perte d'énergie qui est énorme, et l'idée c'est qu'avec un pneu plus large, moins gonflé, donc un meilleur grip, on va continuer à non pas rebondir, mais bien propulser vers l'avant, et donc on ne dissipera pas l'énergie, on ne gaspillera pas notre énergie, ou en tout cas moins. Et donc c'est là qu'est l'intérêt sur les routes. Alors j'allais dire en mauvais état, mais finalement les routes qu'on rencontre tout le temps, puisque nos routes sont rarement en excellent état. Et puis on prend les petites routes pour être tranquille au niveau des voitures. Voilà. Donc, et du coup, ce que dit cette étude, c'est que ce qu'on perd sur un bon bitume, en fait on le compense largement avec ce qu'on gagne sur un mauvais bitume. Et comme on roule sur un bitume qui est équilibré ou plus souvent en mauvais état qu'en bon état, et finalement il y a plus à gagner qu'à perdre sur l'ensemble d'une sortie. Bon, écoute, c'est pas mal. On verra l'an prochain les vélos de Paris-Roubaix s'ils sont tous en 40 parce que visiblement. VDP a dit qu'il était chaud. Ouais. Plus rapide. En même temps, c'est le champion du monde de gravel. Et d'ailleurs, en parlant du championnat du monde de gravel, on va attaquer les news de la planète vélo cette semaine. Et la première news que je peux te donner, oui, c'est que les championnats du monde qui ont été annulés à Nice ont trouvé une nouvelle date et un nouvel endroit. Ils auront lieu du coup à Zuid-Limburg aux Pays-Bas. Les 11 et 12 octobre prochains. Donc clairement, Mathieu Van Der Poel pourra remettre son titre en jeu à domicile. Il n'aura même pas besoin de sa petite Lamborghini pour y aller. Il pourra y aller directement en vélo. Impeccable. Et en parlant de VDP, j'ai trouvé une petite image du vélo à l'arrivée. Alors c'est le vélo qu'il a changé à quelques kilomètres de l'arrivée, donc c'est pour ça qu'il est impeccablement propre. Mais c'est bien la nouvelle peinture. Tu avais un peu plus d'infos que moi sur la peinture, parce que je l'ai vue, mais je ne l'ai pas utilisée. En fait, Canyon a fait une peinture spéciale, assez discrète, je vous l'accorde, pour le vélo de Mathieu Van Der Poel. En fait, ils ont colorié les zones qui ont besoin d'être renforcées et les zones qui sont censées absorber les chocs sur le vélo. Donc en fait on peut voir des petites zones en rouge, en vert, en bleu sur le vélo qui correspondent aux contraintes qui sont dont le cadre est soumis. Et c'est un vélo en fait qui est exactement dans cette configuration, disponible à l'achat sur le site de Canyon pour la maudite somme de 10 500 euros. Écoute, pour le vélo le plus rapide du monde et du vainqueur du Paris-Roubaix, c'est finalement... C'est une belle série limitée, honnêtement. Pour une série limitée du meilleur vélo du monde, en tout cas le meilleur sur les pavés aussi original, c'est pas par rapport au prix du marché en tout cas, pas par rapport à une valeur absolue, mais par rapport au prix du marché. Je trouve que c'est plutôt correct. En tout cas, ça rend bien. Ça va vite. Ouais. En tout cas, ça va vite. Et en fait, c'est pour ça que le vélo est presque uni, puisque de toute façon, le vélo de VDP, il est soumis à toutes les contraintes possibles broyées par les watts de Mathieu, et du coup, en fait, il est juste uni. C'est ça. On continue dans les courses, et moi, la semaine dernière, pendant que tu te baladais à Roubaix, j'ai regardé un peu le Tour du Pays Basque, et il y a eu une polémique sur l'étape numéro 3 qui a été gagnée par Alex Aramburu, parce qu'en fait, il a pris le rond-point à droite, alors que le reste du peloton est passé à gauche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le roadbook annonçait qu'il devait tourner à droite et prendre le rond-point exactement comme il a pris, mais les personnes qui ont mis la signalisation sur ce rond-point ont mis la flèche dans le mauvais sens. Et du coup, le peloton est passé à gauche, alors que lui, on aurait dit qu'il avait coupé. Sauf qu'il a été déclassé, Romain Grégoire avait gagné la course, finalement il a été reclassé parce qu'il s'agissait d'une erreur de signalisation, tout simplement. Donc en fait... Une excellente connaissance des règles et une excellente étude du parcours d'Alexandre Aramburu qui fait que conforter le fait qu'il méritait cette victoire. C'est ça. En autre news de la semaine, on a vu un nouveau pneu chez Hutchinson qui complète justement notre étude. Et en fait, c'est leur pneu de gravel, le Caracal, c'est leur pneu de gravel avec une bande de roulement lisse sur le milieu il est apparemment il fait partie des pneus les plus rapides en gravel race. Et ils le sortent en version all-road de 35 mm. Donc, et pour vous donner une idée, c'est la même fabrication que leur pneu de route qui est le Blackburn. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui cherchent un pneu de route un peu large qui passe dans pas mal de vélos. Ça peut être une très bonne option. Et une bonne idée pour le Paris-Roubaix Challenge. Si vous regardez la vidéo de jeudi, vous verrez qu'il faut se soucier du Paris-Roubaix Challenge 2026 parce qu'on y sera peut-être. C'est ça. Quand on parle de gravel, j'ai trouvé un livre en librairie. C'est Gravel et Bikepacking, c'est un guide complet de la pratique du gravel. C'est aux éditions Glénat, c'est disponible dans toutes les librairies et ça a été écrit par Richard Delhomme.
Donc c'est un livre assez sympa, assez complet pour les débutants, comme les confirmés. C'est plutôt intéressant. Il faut que je le lise avant nos prochaines aventures en gravel, qui arrive à grands pas. Je prépare des aventures de gravel où tu devrais être intéressé. Allez, je vais lire ça. Et alors avant de finir étudier mon reconversion dans le gravel, une news qui fait plaisir à la fois un peu douce amère, c'est le retour de Remco Evenepoel, alors qu'il devrait reprendre à la Flèche Brabançonne ce mercredi, mais c'est pas encore confirmé par son équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les starting blocks et il a déclaré sur ses réseaux être passé par des états des moments extrêmement difficiles à remettre en question l'ensemble de sa carrière. Donc ça nous attriste. Par contre, on est ravis de voir qu'il a repris le dessus. Il souligne d'ailleurs le rôle important de sa femme dans son retour à la compétition. Et on est ravis que ça aille mieux pour lui et on a surtout hâte de voir faire des étincelles sur la route. Bon, moi j'ai hâte dans tous les cas. Ce que l'on va faire avec cette semaine pluvieuse, c'est que mercredi soir, on vous donne rendez-vous pour le GCN Ride à 19h30. Et oui, ça continue. De toute façon, le home trainer, c'est pas réservé que à l'hiver, globalement. C'est bien de faire des petites séances de récup. Là, c'est 1 heure avec un présentateur GCN. Tu nous as fait une transition avec la météo, c'est incroyable, c'est un métier. Faut dire qu'il pleut. Hein. Oui, c'est pas faux. Faut dire qu'il pleut et moi j'y serai, je pense à ce GCN Ride. Donc on fera comme ça. Et rendez-vous mercredi alors. Et dites-nous si vous allez rouler en pneus de 40 en commentaire. Moi pour l'instant je suis pas vraiment prêt à rouler en pneus de 40 sur la route. Du 32, je trouve ça déjà largement suffisant. T'es déjà bien, oui, sur la route c'est déjà bien. Et puis bon, en même temps je roule pas à Roubaix moi. Allez, on vous dit à très vite et bonne semaine, à mardi prochain pour le GCN Show numéro 245.